Salut Bénédicte, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Bénédicte Orbach. Je suis professeure de géopolitique à Wade. Donc, Wade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une prépa qui a été une prépa ECG, donc qui a été créée en 2022 par David Coll et Simon Chaussande, qui est un peu un habitué des antennes aussi Mister Prépa. Et donc, je suis ravie d'être avec vous pour parler de ce sujet du jour. Donc, le changement climatique, facteur de la recomposition de la mondialisation. Et le sujet s'affiche actuellement à l'écran. Première question que j'ai à te poser, Bénédicte, par rapport au sujet. Déjà, dès que tu l'as vu, c'était quoi un petit peu ta première impression directement? Alors, j'ai eu, 2 impressions un peu, contradictoires. Alors, à la fois, je m'y attendais parce qu'en fait, d'une certaine façon, ça fait quand même un certain temps que ça devait tomber et on ne savait pas quand est-ce que ça allait tomber, cette année, l'année prochaine, l'année précédente. Bon, c'est tombé. Et c'est tout à fait normal et en même temps, dans la façon dont il est tourné, il est assez, original et surtout, c'est un sujet dans lequel il y a énormément de choses à dire et donc rester au plus près du sujet, ne pas s'en éloigner pour, et ne pas se perdre, rester structuré va être l'enjeu majeur qui fera la différence sur les copies des candidats. Donc c'est un petit peu, je dirais, les deux premières réactions que j'ai eues. Et ensuite, ça confirme la tendance de l'ensemble des sujets qu'on a pu voir cette année, c'est-à-dire des sujets qui sont extrêmement actuels. Euh, Tout d'abord, et ensuite des sujets qui sont extrêmement actuels et également qui vont avec ce que les écoles essayent de faire véritablement par la suite dans leur cursus, puisque par ce sujet-là, les écoles nous montrent leur engagement en fait en faveur du développement durable finalement. On a pu voir qu'un certain nombre d'écoles avaient modifié leur programme par rapport à ça en prenant en compte la transition énergétique, tout ce qui touche à l'écologie. Et ce sujet qui n'a d'ailleurs pas de point d'interrogation donne un certain nombre de prérequis, en fait, d'idées qu'il faut accepter pour pouvoir le traiter. Typiquement, assez difficile de traiter ce sujet si vous êtes un climato-sceptique convaincu, ce qui montre quand même une nette orientation des écoles dans leur choix de sujet, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà. Hyper intéressant, merci beaucoup. On va justement revenir un petit peu aussi avant de se pencher sur les docs qui étaient assez fournis et très intéressants pour cette année au sujet donc Géopo ESCP. Déjà sur la formulation du sujet, donc pareil, je le remets actuellement à l'écran, le changement climatique, virgule, facteur de la recomposition de la mondialisation. Point. Donc ici, on n'a pas de forme interrogative comme tu l'as souligné juste avant, mais on a aussi finalement une orientation sur la manière dont il faut traiter le sujet et sur l'influence finalement d'un terme sur un autre. Alors tout à fait. Déjà, il y a plusieurs termes quand même qui sont tous assez importants. Recomposition, c'est pas un terme forcément si simple parce que c'est un terme qui est quand même assez vaste. La recomposition, alors j'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais en géographie, c'est normalement le réagencement d'un espace, pas forcément d'un processus. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est des termes. Changement climatique, déjà, c'est un terme en tant que tel. Il y a changement climatique, mais avant, on utilisait plutôt réchauffement climatique. On peut aussi voir plus récemment dérèglement climatique. Donc le terme de changement n'est pas forcément anodin. Le terme recomposition mérite aussi une analyse et mondialisation, on le connaît tous à la fois très bien et en même temps, il va falloir. Donc ça fait quand même 3 termes phares et une virgule. Donc virgule, effectivement, on en parlait un tout petit peu avant que l'émission commence à proprement parler, qui pourrait aussi être un deux points. Enfin, on a une apposition ici. Et il va falloir vraiment dans ce sujet, et c'est ça qui est important de voir d'emblée, regarder ce que le changement climatique en fait à la mondialisation, là où généralement on est plutôt habitué, ou en tout cas, on va dire que s'il fallait parler de la tarte à la crème du changement climatique en géopolitique, c'est plutôt que la mondialisation vient augmenter les phénomènes de changement climatique. Et là, ce n'est pas l'approche qu'il va falloir prendre sur l'ensemble du sujet. Alors forcément, il y a un moment où il va falloir expliquer que cette relation existe, mais globalement, il faut surtout regarder ce que le changement climatique fait à la mondialisation. Donc ne pas remplacer un sujet par un autre qui serait plus familier, mais qui ne serait pas le bon. Et justement aussi le terme facteur ici, c'est vrai que ce qu'on disait aussi avec Bénédicte, c'est que le sujet c'est pas le changement climatique et la recomposition de la mondialisation, c'est vraiment
facteurs, donc ce qui montre l'influence qu'a le changement climatique sur cette recomposition. Et justement ici, faire attention un petit peu, c'est plus des sujets, enfin dans la formulation qui font écho, je dirais, à des sujets de SH, à des sujets d'éco justement, où en fait ici il faut faire attention à ne pas justement énumérer différents facteurs et dire le changement dans un grand temps, et on va y revenir aussi, mais dans un grand temps le changement climatique est un facteur de la recomposition, et dans un grand 2, mais ce n'est pas le seul, et on va voir justement lesquels sont aussi facteurs de cette recomposition. Tu penses quoi justement de ce type de plan qui peut être téléphoné par certains étudiants? Ça serait en fait confondre facteur et cause, parce que finalement, là, on ne demande pas si c'est donc un facteur, si on revient à initialement ce que c'est en maths, c'est les facteurs d'un produit. Et quand on a pris tous les facteurs, on peut arriver à notre produit globalement. Mais donc là, c'est facteur, mais c'est pas, c'est évidemment pas le seul. Donc la question n'est pas là. Donc il va plutôt falloir regarder ce que facteur au sens, en fait, c'est un des éléments qui concourt à un résultat, ce résultat étant la recomposition, le réagencement du processus, du phénomène de mondialisation. Il va falloir plutôt regarder ce qu'il se passe, vraiment quels sont les phénomènes à l'œuvre et pourquoi et comment évolue en conséquence la mondialisation. Et effectivement, ce serait risqué de rater beaucoup de choses et de passer à côté d'une partie du sujet que de rester en disant oui, c'est un facteur, mais non, ce n'est pas le seul. Ok, non, mais c'est hyper intéressant. J'étais en train de regarder justement des questions d'étudiants qui étaient assez intéressantes. On va y revenir juste après, justement, parce qu'il y a aussi une question qui portait sur les docs. Et avant d'attaquer les docs, justement, question qu'on a reçue là, justement, sur Instagram, c'est pour ça que j'étais sur mon téléphone, c'est justement une question qui était de quelle manière faut-il utiliser les docs de manière pertinente pour ne pas tomber dans une récitation de tous les documents et finalement un sujet, je dirais, de commentaires de doc. Alors là, premier élément par rapport à ces documents, c'est de dire qu'ils étaient extrêmement fournis. Ils donnaient vraiment beaucoup d'informations. Ils donnaient beaucoup d'informations, ce qui pouvait peut-être pallier les connaissances, de certains étudiants qui, pour X ou Y raison, n'auraient pas suffisamment vu, ce qui touche au changement climatique. De manière générale, plutôt que de rendre une copie, je dirais, vide ou trop vide de fond, il vaut mieux se référer aux documents. Ensuite, pour chacun des documents, il convient de voir qu'on peut avoir presque deux niveaux en fait d'analyse. C'est-à-dire que si je prends par exemple le premier document, donc là, si vous voyez mes yeux qui bougent, c'est normal, je fais un switch de fenêtre. Donc le premier document, on voit donc cette carte qui nous montre les les émissions de CO2, donc, selon la demande intérieure par pays. Alors ça va nous donner une information que, je dirais, tout le monde peut voir. Mais si vous regardez aussi quelque chose que les étudiants ne pensent pas toujours à faire, c'est-à-dire le titre du document. Le titre du document, c'est « Quel bilan pour la COP28 ?» Donc si vous ne pensiez pas spontanément à la COP28, en fait, c'est censé vous faire, je dirais, penser à, c'est une petite sonnette d'alarme. Ah oui, les COP existent. COP 28, mais en fait, auparavant COP 21, la COP 3, tout ce qui était autour du protocole de Kyoto. Et ça va vous faire penser à quoi normalement? COP 28, donc Dubaï, je rappelle que c'était en décembre 2023. C'est à partir de ce moment-là qu'on valide ce qu'on a appelé le fonds pour les pertes et les dommages. Donc les pertes et les dommages, et donc là, ça va directement avec notre carte, c'est le fait que certains pays qui souffrent davantage des conséquences du changement climatique, alors même qu'ils n'en sont pas historiquement les principaux responsables, demandent en fait une compensation financière. Et donc comme ça, ce n'est pas en fait l'information principale, celle que tout le monde va utiliser peut-être, ou que tout le monde en tout cas est facilement en capacité d'utiliser, c'est cette carte. Et cette carte, au demeurant, vous sera très utile pour la partie cartographie du sujet de l'ESCP qui vaut quand même, je rappelle, 5 points. Mais une attention portée en fait avec détail au titre est tout aussi intéressante et peut vous permettre de vous rappeler des connaissances. J'en profite pour dire que le site de Géoconfluence, puisque là la source c'est Géoconfluence, a souvent de nombreux exemples très détaillés faits par des géographes
Une partie de ces documents-là sont parfois dans les documents qui sont présentés dans les sujets de concours. Et donc là, je ne m'adresse pas forcément à ceux qui ont passé les concours cette année, mais peut-être plutôt à des premières années qui pourraient nous regarder. Ça fait partie des endroits où vous pouvez aller pour chercher des exemples, en fait, et un peu étoffer vos fiches et puis avoir des exemples que les autres n'ont pas toujours. C'est extrêmement rigoureux. La preuve étant que c'est utilisé par les concepteurs de sujets. Mais pour faire la différence, c'est assez pertinent. Du coup, on peut passer à l'analyse des documents, du coup, donc C'est ça, question alors je ne vais pardon, pas numéro 2, forcément revenir sur le premier puisque on vient de donc, l'évoquer un je petit peu, pense, ouais, bien sûr. voilà, on vient de l'évoquer. Le deuxième document était également extrêmement fourni puisqu'en fait, c'était avec ce deuxième document, qu'on pouvait voir des dimensions, très, économiques, mais aussi vraiment liées au flux, de la mondialisation et aux routes. Puisqu'en fait, la mondialisation, c'est aussi du transport, c'est du transport de marchandises et sur ce document, donc Frontières et revendications en Arctique, on voit notamment des nouvelles routes qui pourraient être plus accessibles et accessibles de façon beaucoup plus régulière avec le changement climatique et donc dans sa dimension, cette fois assez évidente, de réchauffement. Euh, En particulier, on a donc 2 routes, qui, si elles devenaient, plus accessibles, permettraient notamment de rejoindre le port de Tokyo avec Rotterdam en 40 de temps en moins qu'en passant par le canal de Suez. De même, on a une route qui nous permettrait de faire Rotterdam-Seattle en à peu près 25 de temps en moins que la route actuelle qui passe par le canal de Panama. Et donc ça, c'est des éléments que l'on peut voir si on étudie assez précisément la carte. Alors, on a le chiffre en tête ou on l'a pas, ou on y pense. Mais en tout cas, qui permettent de voir qu'il ne fallait pas non plus prendre le changement climatique comme n'étant aucunement facteur, je dirais, d'opportunités aussi, ou en tout cas de modifications qui sont dans la mondialisation, qui n'impliquent pas forcément de la remettre en question. C'est-à-dire que le sujet, ce n'était pas non plus le changement climatique, facteur de la recomposition de la mondialisation, forcément vers une démondialisation ou quelque chose comme ça. Non, en fait, on peut aussi avoir des routes qui vont passer par ailleurs et qui seront... et donc, je pense que ce document nous indiquait aussi indirectement qu'il ne fallait pas tomber dans une lecture moralisatrice du sujet. Et justement, Et on a une question, oui, Bénédicte, je te coupe parce que je sais que tu me vois pas, concernant du coup la définition en fait même de changement climatique. Est-ce que c'était bon de le prendre uniquement au sens dérèglement ou alors le prendre dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un changement qui peut être à la fois positif et à la fois négatif? alors, quand on parle de dérèglement, qui est une expression qu'on utilise vraiment plutôt, je dirais, le plus récemment, c'est pour insister sur le côté très instable et faire certainement plus peur. Donc, changement se veut plus neutre, ce qui permet d'élargir quant au fait qu'il pourrait y avoir aussi de nouvelles, alors je ne sais pas si opportunité est le bon terme, mais des évolutions, en tout cas, qui ne soient pas strictement négatives pour tout. Après, on parle quand même, et ça on le sait parce que c'est le changement climatique, on parle quand même du même phénomène de réchauffement climatique, changement climatique, dérèglement climatique, c'est-à-dire évolution du climat largement liée à l'activité humaine. Ok, bon, ça marche. Bah, n'hésite pas à nous dire Léo si ça répond à ta question ou pas. Et du coup, bah, on peut passer bah, du coup au document 3, Bénédicte, si tout était bon Alors, pour je toi au niveau simplement du sur doc le 2. document Oui, 2, vas-y, vas-y. je pense qu'il y avait d'autres choses à dire dessus Bah et c'est vas-y, pour ça qu'il je t'en était prie. très intéressant parce que ce document-là donnait donc des informations sur les routes, mais donnait aussi des informations sur les ressources. En particulier, en fait, l'Arctique est quand même l'endroit assez emblématique du fait qu'on a un certain nombre de ressources énergétiques. On estime que c'est plus de 20% des ressources énergétiques qui sont non exploitées, mais qui pourraient, enfin non découvertes, mais qui seraient exploitables, qui s'y trouveraient. Euh, et qui va aussi nous permettre, ça c'est par la dorsale qui passe, la dorsale Lomonosov, où c'était en 2007, je crois que les Russes étaient allés y planter un drapeau. Donc en fait, ce document 2-là donne des orientations sur les routes, donne des orientations sur les ressources, donne des orientations sur les éventuelles rivalités géoéconomiques en lien avec la zone économique exclusive. Donc ce document 2 était vraiment une mine d'or d'informations
si on y passait 5-10 minutes. Donc je pense que typiquement dans ce type de sujet, il ne faut pas partir du principe que sous prétexte que les documents sont vus par tout le monde, ils seront exploités de la même façon par tout le monde et ça pouvait valoir la peine d'y passer un certain temps. Hyper clair. On passe du coup au document 3, donc le changement climatique menace la productivité je vais pas y arriver. Céréalière. Merci, céréalière. En Afrique, merci Bénédicte. Donc là, on a une dimension qui est évidemment donc productivité céréalière, donc risque alimentaire, famine, donc ça qui se lie assez bien. Mais dans ce qu'on pouvait voir, et donc encore une fois, c'est sur les titres, je dirais, éventuels, nouveau climat, nouvelle carte agricole, mais en fait, on a aussi certains endroits où on va avoir une modification qui n'est pas négative. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Donc les zones de la carte qui sont en vert. Et cela peut s'envisager aussi, alors là, c'est pas sur la carte, mais ça devrait permettre aux étudiants de penser à des connaissances personnelles. Certaines zones, je pense par exemple au Mexique et la production de café qui souffrent beaucoup du changement climatique, mais certaines zones en Asie, au contraire, peuvent bénéficier du changement climatique. Le fait de mentionner l'agriculture, et donc là on est encore une fois dans une histoire de titre, nouvelle carte de l'agriculture, peut faire penser également à tout ce qui est révolution verte, devenue ce qu'on appelle les révolutions doublement vertes, c'est-à-dire qui visent d'une part, certes, à augmenter tout ce qui va être productivité agricole, mais en incluant une dimension écologique. Et donc ça va rentrer dans le cadre de tout ce qu'on pourra dire sur ce sujet qui nous apparaît déjà en fait extrêmement vaste en termes de connaissances mobilisables. Et c'est un petit peu la difficulté parce qu'on est finalement qu'au doc 3. Passons au doc 4, du coup, donc là, bilan du protocole de Kyoto. Bon, alors le doc 4, c'est peut-être un des plus faciles à appréhender et un de ceux qui ne méritent pas d'y passer trop longtemps, puisque normalement les étudiants devraient voir assez facilement ce qu'est le protocole de Kyoto et le top des émetteurs. Alors il faut mettre le top des émetteurs en parallèle avec le top des émetteurs actuels et la responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité historique, c'est-à-dire en fait quand on regarde sur une période de temps plus longue qui est-ce qui a contribué le plus, et auquel cas ce n'est pas la Chine. Mais également, ici encore, ce sera ma marotte peut-être du jour, le titre en fait, parce que ça vient du Global Carbon Project. Et le Global Carbon Project, en fait, c'est une initiative qui vise à réunir la communauté scientifique internationale pour mettre en lien les connaissances en lien avec le changement climatique. Et donc ça, eh ben en fait, ça nous fait penser à c'est donc un exemple d'acteurs qui participent à la mondialisation et à ce que le changement climatique fait à la mondialisation. Donc on a en fait ce document qui est mobilisable à la fois pour ce qu'il nous dit, mais aussi de par sa provenance. Très, très, très clair. Le marché du carbone en 2015, donc pour ce document 5. Donc le marché du carbone, il va falloir, donc là, on est dans des dimensions qui sont dans l'analyse qu'on va en faire en géopolitique. On rentre rarement dans trop de détails économiques sur le marché du carbone. Ce qu'il faut en fait voir, c'est qu'effectivement, tous les pays ne l'ont pas mis en place à la date de la parution de cet atlas de l'Anthropocène. Donc Anthropocène est aussi un petit clin d'œil, donc il fallait lire le mot pour penser à donc, cette appellation qui est encore discutée, mais qui est en train de rentrer dans les mœurs et dans les discours pour parler du nouvel âge géologique qui serait marqué beaucoup plus par l'activité de l'homme. Mais en voyant en fait que les marchés carbone ne sont pas établis partout, on peut voir assez vite que ça va rentrer dans les facteurs qui vont participer au choix en fait des différents acteurs, notamment privés, de où mettre ou localiser leur production. Ceux qui sont les plus au fait de l'actualité noteront depuis la parution de donc cet atlas, notamment le système d'ajustement du mécanisme carbone aux frontières qui est passé là pour l'Union européenne en 2023 et qui n'apparaît pas sur cette carte. Hyper clair. On a une question de Louis Lepol qui est intéressante. Louis qui nous dit est-ce que dans le cadre de la mondialisation actuelle, parler des entreprises et non pas uniquement de la responsabilité
des responsabilités étatiques peut être pertinente. On va en parler juste après la fin du doc 6. Bénédicte va nous commenter le doc 6 et après on répondra à cette question-là qui est assez intéressante au moment aussi où on va plus se plonger dans le sujet avec une proposition de plan également qui nous est proposée par Bénédicte. Document 6 sur les 10 premiers producteurs d'énergie renouvelable, Bénédicte. En fait, les 10 premiers producteurs d'énergie renouvelable vont nous permettre de parler à la fois donc, de transition énergétique, mais aussi d'opportunités, de stratégies qui sont mises en place par les différents pays pour inclure en fait les impératifs du changement climatique dans leur stratégie à plus long terme d'intégration à la mondialisation. Mais ce n'est pas le document, je dirais, le plus difficile à appréhender. C'est plutôt un document qui va servir pour donner des exemples, des chiffres assez précis dans une sous-partie qui serait consacrée davantage aux dimensions de la transition énergétique. Document 7, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait autant de docs en fait, il y en a 8 Mais il y a en tout, énormément de documents et c'est énormément colosse. d'informations. Alors, si je Mm. réponds rapidement, je crois, à la question Oui, de qui Louis, était ouais. juste avant, donc sur les entreprises. En fait, on va être dans facteur de la recomposition de la mondialisation. La mondialisation, c'est un certain nombre de flux. Évidemment, les acteurs privés en font partie. Donc, les choix des entreprises font partie des choses qui sont... c'est même pas simplement... Il ne faudrait pas traiter le sujet en partant du principe que ce ne sont que les États qui sont en jeu, puisque la mondialisation, initialement, c'est quand même un processus productif qui est décomposé en fonction, et je parle, même si vous ne les voyez pas, sous la surveillance indirecte de collègues d'économie que je peux voir sur mon écran, mais bon, c'est un processus productif qui prend en compte des coûts. Alors dès lors qu'on va commencer à prendre en compte également d'autres facteurs qui sont le changement climatique, forcément, vous pensez bien que les entreprises vont réagir. Ne traiter ce sujet en ne pensant qu'aux États, ce serait rater une partie de celui-ci. Hyper clair. Rapidement, du coup, sur le doc 7 et le doc 8 pour conclure justement ces documents. Alors, le document 7, donc, c'est une invitation à parler en fait de développement durable, même si le terme n'apparaît pas en tant que tel dans le sujet, puisque si on a une recomposition de la mondialisation, un réagencement du processus, c'est pour aller vers quelque chose d'autre, donc peut-être vers une mondialisation plus durable. Donc ça va aussi avec le fait de ne pas totalement diaboliser la mondialisation ou ne pas en revenir à cause du changement climatique. Ça, je dirais que c'est peut-être l'enseignement à tirer du document 7. Et le document 8, c'est donc, ça a trait aux migrations climatiques. Migration climatique qui nous rappelle que la mondialisation est un processus qui touche un certain nombre de secteurs et un certain nombre de flux, y compris les flux humains qui évoluent également en fonction du changement climatique. Et là-dessus, je pense qu'il y a quelques dates auxquelles il faudra penser à un moment par rapport à ça, et notamment en fait la date de 2005, puisqu'en fait en 2005, on a à la fois l'ouragan Katrina, le tsunami en Asie du Sud-Est et le tremblement de terre au Cachemire, donc qui arrive juste avant. 2005-2004 qui en fait vont motiver une intervention du Haut Commissariat aux réfugiés. Et donc à partir de ce moment-là, on commence vraiment à prendre en compte le concept de réfugié climatique, alors qu'avant, il avait fait son apparition dans un rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement. Je crois que c'était en 1985, c'était les Environmental Refugees, mais ce n'était pas aussi prégnant que maintenant. Ok, hyper clair. Et enfin, bah, du coup, dans ce dernier document, c'était ça, c'était sur les réfugiés climatiques. On repasse du coup en grand écran pour les étudiants. Et justement ici, comment attaquer ce sujet et une proposition de plan, Bénédicte, que tu aurais suggéré ici. Alors, je pense que sur ce sujet, le premier, en fait, la première difficulté, c'est qu'il est vraiment assez vaste. Donc, on a vu, on a plusieurs termes qui sont tous importants. Et la question va être comment rester aussi proche que possible, comment le prendre dans un sens en fait assez strict. Parce que c'est ce qui va permettre, je pense, le plus de différencier sa copie de celle des autres candidats. Donc, essayer typiquement de se restreindre sur la partie que les candidats, hélas, connaissent peut-être le mieux, qui est la plus proche de leur cours, qui est en fait le changement climatique et la mondialisation dans son état normal, ce n'est pas viable. On pourrait bien sûr se dire que
la mondialisation ne peut pas rester en l'état et qu'elle est forcée de se recomposer à cause du changement climatique, en expliquant tout ce qui, dans la mondialisation, vient poser problème. Mais ce serait traiter le sujet dans un sens peut-être pas suffisamment strict, pas assez proche des termes exacts. Donc ça, c'est un premier risque. Un autre risque, bon, c'est le niveau vraiment, c'est si l'étudiant fait incompétence, en fait, où il pourrait totalement inverser les termes. Donc là, il faut éviter cela. Je pense que dans les grands enjeux, avant de me lancer vraiment dans l'analyse du sujet, dans les grands enjeux, il va falloir prendre en compte que le changement climatique, sur la recomposition de la mondialisation, ce qui s'est passé récemment, on a un aspect où les États, et ce n'est pas uniquement les acteurs privés. Les acteurs privés vont bien sûr évoluer au gré de ce que fait le changement climatique. Donc typiquement, si on prend en 2011, on a des inondations en Thaïlande, on se retrouve avec Toyota qui a des retards monstrueux, mais on se retrouve aussi avec la production de riz qui diminue. Donc ça va nous faire des évolutions. Peut-être qu'on va décider de ne plus se mettre en Thaïlande ou moins. Ça, c'est des acteurs privés. Mais à partir du rapport Stern en 2006, on a donc un économiste qui calcule que si l'on met à peu près 1% du PIB mondial, on pourrait régler les problèmes de changement climatique. Et ça nous invite aussi à penser que dans cette recomposition de la mondialisation, il n'y a pas simplement une recomposition qui arrive, je dirais, en quelque sorte par la force des choses, mais une recomposition active. Donc des acteurs qui interviennent pour faire évoluer la mondialisation ou pour s'adapter à la nouvelle réalité issue du changement climatique ou pour éventuellement combattre ce changement climatique. Combattre autant que faire se peut. Donc je pense qu'il y a une dimension là-dessus sur les acteurs, des acteurs étatiques, une intervention quand même là-dessus, qu'on a pu voir sur l'Inflation Reduction Act par exemple, mais on a aussi le pacte vert pour l'Europe en 2019, donc à des niveaux comme ça qui sont plutôt étatiques, mais on a aussi une dimension de coopération. Donc on va avoir une espèce de diptyque coopération-compétition dans nos acteurs. Je pense qu'on peut y voir aussi, parce que la mondialisation, c'était l'essor d'acteurs non traditionnels, les ONG ou la société civile. Le changement climatique, je n'ai pas besoin de présenter Greta Thunberg, on est passé à un nouveau niveau sur l'intervention de ces acteurs-là. Et je pense qu'il faudra aussi mentionner à un moment, et c'est nécessaire et attendu, tout ce qui va toucher à l'économie circulaire, l'économie collaborative, et aussi peut-être même aller jusqu'à tout ce qui va être dans la gestion des biens communs, donc là plutôt à une échelle multilatérale, dans le côté coopération versus compétition. Est-ce qu'on commence à vouloir gérer ensemble certaines choses vis-à-vis des objectifs du développement durable ou non? Donc ça va être un petit peu parmi les attendus, et encore, il y en a beaucoup, de tout ce qui peut être mobilisable autour du sujet. La question ensuite, c'est vraiment de réussir à organiser ce type de sujet, puisque les sujets qui n'ont pas de point d'interrogation et qui n'ont pas forcément, je dirais, de paradoxes très évidents sont un peu des sujets où le problème, c'est la quantité de connaissances mobilisables. Et donc, le problème, c'est la structure. Donc, d'une certaine façon, ici, il faudrait essayer de voir, la problématique en tant que telle n'est pas si difficile que ça. De quelle façon le changement climatique contribue à réagencer, par exemple, le processus de mondialisation. La problématique peut assez vite couler de source. Tout va vraiment se jouer dans le plan. Donc, moi, j'ai une proposition de plan, mais il n'y en a pas qu'une seule. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un plan qui soit très structuré, de sorte que vous ne vous répétiez pas et que vous arriviez à présenter de façon claire et intelligible le cheminement de votre réflexion qui doit quand même toujours progresser. On va des choses plutôt simples vers des choses plus compliquées au correcteur. Je pense que ça fait partie des choses qui vont être assez valorisées spécifiquement dans ces sujets qui n'ont pas vraiment de tension très forte sur le paradoxe. C'est-à-dire que, alors, on pourrait en voir un sur le côté où la mondialisation a fait le changement climatique, enfin, a participé au changement climatique et que le changement climatique vient intervenir sur la mondialisation, mais c'est pas forcément ce qui fera le plus la différence en fait entre des copies qui pourraient avoir plein de connaissances mais assez fouilles, je dirais.
Ok, hyper clair, justement. Proposition de plan, bien évidemment, encore une fois, il y en a plusieurs. C'est juste une indication et on le précise bien. Mais toi, voilà, Bénédicte, tu planches sur ce sujet, préparationnaire que tu étais il y a quelques années. Quel plan t'aurais fait, justement? Alors, je pense que, si on parle de, recomposition, donc la recomposition, je disais très rapidement, au début, en géographie, c'est le réagencement d'un espace. Donc là, on va le comprendre comme le réagencement d'un processus, la mondialisation, mais qui donne aussi des espaces. Si on part du principe qu'on essaye de rester aussi clair que possible et donc d'aller du plus simple vers le plus compliqué, je pense que j'aurais commencé en expliquant ce que le changement climatique fait en fait aux dynamiques des flux de la mondialisation. Puisque la mondialisation, c'est avant tout de plus en plus de flux, des espaces interconnectés, qu'est-ce qui change? Après, je vais mettre des titres un peu plus beaux, je dirais, mais là, c'est vraiment pour que vous puissiez voir. Donc, qu'est-ce qui change? Et ensuite, si on réagence vers quelque chose. Donc, en une seconde partie, bah, quelle est la tête de cette mondialisation recomposée ou cette mondialisation vers laquelle on va? Et ensuite, dans une dernière partie, la mondialisation, c'est quand même dans l'état d'esprit une sorte, alors on en revient, mais au départ d'aplatissement du monde, une espèce de coopération accrue. Est-ce que, et là on a peut-être un paradoxe là-dessus, alors que le changement climatique touche tout le monde, il ne sera pas possible de dire moi je mets des murs et j'aurai pas de problème avec le changement climatique, on n'a pas pour autant une mondialisation climatique, un changement climatique qui viendrait pacifier ou uniformiser le monde. Au contraire, le changement climatique peut se montrer euh, facteur de l'exacerbation des tensions euh, dans un monde mondialisé, donc de tensions plutôt géoéconomiques, puisque le sujet, c'est quand même la recomposition de la mondialisation. Et donc faire une dernière partie qui dirait que cette mondialisation recomposée, notamment par le changement climatique, n'est pas forcément plus heureuse ou plus calme. Elle oscille en fait entre plus de coopération et une exacerbation des tensions. Donc, ce serait un petit peu une réflexion, un mouvement en trois temps qui pourrait, je pense, fonctionner. Ok, donc c'est hyper intéressant. On a un étudiant qui nous pose une question. Je ne sais pas du coup, et je te challenge Bénédicte, si bah, ça c'est intéressant à mettre dans une partie, ou alors si c'est bien pour une ouverture, justement ouverture ici où l'étudiant nous dit, je parle justement sur le fait que c'est les États qui nous mènent à ce dérèglement climatique, et peut-être que ce sera du privé. Donc on a eu deux questions finalement qui émanaient du privé, et que ce sera une entreprise privée qui permettra justement de reconstruire, alors, j'ai pas trop compris. De reconstruire la mondialisation, non, c'est pas hyper clair. Ok. Donc non, mais du coup, je le reformule finalement. Ouverture orientée sur le fait que ce serait une entreprise privée qui pourrait finalement, et que ça serait le privé maintenant qui vont prendre le pouvoir, je dirais, sur la partie justement gestion de cette contrainte environnementale et de ce dérèglement climatique, de ce changement climatique. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette partie-là? Ou alors il faudrait plutôt... Non, je l'ai reformulé d'ailleurs, je sais pas si c'est la manière dont tu voulais l'évoquer, parce que j'ai pas compris la fin de la question, peut-être qu'il y a un mot qui s'est coupé. Mais du coup, voilà, Bénédicte, est-ce que c'est un élément qu'on traite plutôt dans une partie, parmi l'une que tu as évoquée, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on peut évoquer en ouverture avec les enjeux actuels? Alors, si on doit parler de l'ensemble de la mondialisation en lien avec le changement climatique, je ne pense pas qu'il faille en parler exclusivement en ouverture. En revanche, si l'on va dans des éléments un peu plus spécifiques, imaginons qu'on termine sur un 3C qui nous parle de coopération multilatérale avec typiquement des sujets autour de l'eau ou d'autres biens comme ça qui sont des biens gérés en commun. On a un certain nombre d'éléments qui tendent à prouver que parfois une gestion privée de ces éléments-là peut contribuer davantage à la préservation de cette ressource. Donc là, ça pourrait être pertinent sur une ouverture. Mais sinon, sur un sujet comme ça, ne mentionner le privé qu'en ouverture, ça me semble un peu tard. Ok, hyper clair. Une minute pour conclure, Bénédicte, notamment sur la carto qui devait être assez complexe comparé aux autres années, enfin un peu plus d'une minute, mais rapidement pour conclure sur la carto qui vaut quand même pour 5 points dans cette épreuve de Géopo SCP. Alors, je pense que là, la cartographie est effectivement assez complexe. L'avantage en même temps, c'est qu'il y avait un certain nombre de documents, Pour s'aider, hein, dont des pour cartes s'appuyer. quand même.
pour s'aider. Alors, je pense que vis-à-vis de ça, mettre en évidence les pays qui sont à la fois très insérés dans la mondialisation et peut-être faire une sorte de typologie, ceux qui sont très insérés dans la mondialisation et qui polluent beaucoup, et par rapport à ceux qui en fait sont moins insérés dans la mondialisation mais peuvent souffrir davantage des conséquences, pour en fait, il va falloir mettre tout de suite un message visuel sous les yeux du correcteur. Ça, c'est le premier élément. Essayer en fait de faire une carte qui peut-être aura moins d'informations que l'ensemble de la dissertation, mais qui soit claire pour que ce ne soit pas trop fouillis. Ça, ce serait le premier élément pour la cartographie. Et ensuite, l'autre enjeu, ça va être de ne pas commencer à mettre des choses qui ont trait au changement climatique, mais qui n'ont pas trait à la mondialisation dans la carte. C'est-à-dire, dans ce genre de cas, il vaut mieux développer davantage visuellement quelque chose qui correspond par exemple qu'à votre grand 1 sur les flux et faire une carte qui est plus resserrée et où vous y faites éventuellement référence parce que c'est valorisé dans le corps de la dissertation à cette carte, plutôt que de faire une carte qui, pour pallier ce qui semble être au candidat un manque de connaissances, va en fait déborder du sujet. Ok, bah, hyper clair. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, commentaires à nous les poser. Et bah, je pense qu'on a quand même fait le tour. Hyper intervention de Bénédicte, deux très belles interventions pendant ces concours Écricom et BCE. Mille merci Bénédicte pour ta présence, pour tout ce que tu as fait. Et on va tout de suite passer à l'ESH. Merci Bénédicte. Merci beaucoup, au revoir.